de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience au général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Il était accompagné du chef d'état-major général des armées du Mali. Depuis hier, Bamako est l'épicentre de la révolution technologique sahélienne. Le Centre international de conférence de Bamako vibre au rythme de la 3e édition de la semaine du numérique, sous le thème de l'e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle. Vendredi 30 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre l'ORTM. Le président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience au général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Il était accompagné du chef d'état-major général des armées du Mali, à la tête d'une force de 6000 hommes. Le commandant de la force unifiée est venu présenter au chef de l'État un point détaillé des opérations en cours ainsi que de l'état d'avancement de la mission commune. Écoutons le général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, interview réalisée par Gary Bouperou et Abou Kone. Permettez-moi de rendre honneur à Dieu et de remercier très sincèrement son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance placée en ma personne en vue de conduire ce premier mandat de la force unifiée de l'AES. Je suis venu et je lui ai rendu compte de l'état de préparation de cette force. C'est une force de 6000 hommes qui a été équipée, entraînée et qui a atteint un certain niveau d'opérationnalisation. Ensuite, j'ai reçu de lui des orientations pour la bonne marche de la force et il m'a assuré de tout son soutien, du soutien de tout le Mali pour l'accomplissement de cette mission. Pour la population, nous allons travailler beaucoup avec cette population. Vous savez que la population est au cœur de toutes nos préoccupations et de toutes nos planifications. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons évoluer pour l'atteinte de notre état final et recherché, qui n'est autre chose que la pacification de l'espace en vue de permettre la relance des activités socio-économiques. La population est au cœur de nos préoccupations et je demande à cette population d'être sereine. Les résultats vont se faire sentir. Ce n'est qu'une question de jour et je pense qu'au moment de la première évaluation, on pourra faire un bilan adéquat. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a également reçu en audience le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. L'émissaire de l'Union africaine est venu transmettre au chef de l'État l'intention de son organisation de pouvoir travailler main dans la main avec le Mali et appuyer le plaidoyer que la Confédération des États du Sahel, AES, est une réalité afin de trouver un nouveau cadre de coopération avec l'Union africaine pour relever ensemble les défis auxquels le continent fait face. Voici l'interview du Dr Mahamadou Tangara, au représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, à sa sortie d'audience au micro de Sira Batili. Cette audience a été l'occasion pour moi de venir prendre conseil auprès de son Excellence le président Assimi Goïta par rapport à la mission qui m'est confiée. Et c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer toute ma fierté à représenter le continent africain et de revenir dans le pays de mes ancêtres. Vous n'êtes pas sans savoir que mon père est originaire du Mali. Donc pour moi, c'est une mission qui a une importance capitale. Et pour réussir cette mission, j'ai besoin de rencontrer les autorités, de prendre conseil auprès d'eux pour qu'on puisse accomplir cette mission. Nous sommes là pour pouvoir travailler main dans la main avec le gouvernement malien, avec le gouvernement du Sahel, pour que les objectifs qui se sont assignés puissent se réaliser. Et à côté de mon frère Diop aussi, faire le plaidoyer et ses autres collègues du Sahel pour que les gens puissent
savoir que l'AES aujourd'hui est une réalité et qu'il est important qu'on puisse trouver un nouveau cadre de coopération dans la région pour qu'on puisse ensemble relever les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. Alors ce défi, il est sécuritaire aujourd'hui au Sahel. Et quel sera le soutien de l'Union africaine par rapport à cela à l'AES? L'Union africaine, avec la nouvelle direction, vraiment engagée aux côtés des autorités maliennes, et le président Mahmoud a souhaité même venir ici au Mali et faire une tournée dans le Sahel pour s'enquérir de la situation et voir dans quelle mesure on peut ensemble travailler pour juguler les crises qui s'imposent, notamment la crise sécuritaire, parce qu'on ne peut pas avoir de développement sans paix et stabilité. Donc l'Union africaine est consciente de ces réalités et va travailler, Inch'Allah, main dans la main avec les autorités qui aujourd'hui sont de facto ceux qui dirigent ces pays. Aujourd'hui, le monde évolue, qu'il y a une nouvelle dynamique et il faut que les gens apprennent à s'inscrire dans cette nouvelle donne. Ça voudrait dire que le Mali et l'Union africaine repartent sur de nouvelles bases de coopération? Le nouveau président Mahmoud et son équipe sont dans de très bonnes dispositions pour travailler avec le Mali et le Sahel et tout le continent. Une réunion de haut niveau sur le financement du projet et développement conduit par les communautés s'est tenue entre le département en charge de la réconciliation et les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. La rencontre visait à renforcer le dialogue, harmoniser les interventions des partenaires et identifier conjointement des solutions de financement concrètes. Le DCC est un projet stratégique pour la stabilisation, la paix durable et le développement inclusif piloté par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, qui place les communautés locales au cœur des solutions de développement. Le point de cette réunion avec Ali Joumatina. En vue de renforcer et de consolider la paix, la cohésion nationale et l'accès équitable aux services sociaux de base, le ministère en charge de la réconciliation a fait le choix judicieux de placer les communautés au centre de ses visions, d'où la mise en place du projet DCC développement conduit par les communautés. Et de nos jours, cette approche s'impose comme un levier stratégique majeur pour la stabilisation, la paix durable et le développement inclusif au Mali, cela avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Le financement ne constitue pas seulement un apport financier, mais il s'agit d'un investissement stratégique en faveur de la prévention des conflits, du renforcement de la résilience communautaire et de la stabilisation durable. Le succès de cette approche DCC repose sur 3 piliers essentiels. Un leadership affirmé fort de l'État, l'implication active des communautés et un partenariat solide avec les PTF, les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale demeure résolument engagée aux côtés du gouvernement pour accompagner les communautés à soutenir cette dynamique. Le gouvernement du Mali, à travers le département en charge de la réconciliation, nourrit énormément d'ambition et entend s'investir à ancrer durablement le développement conduit par les communautés dans l'architecture nationale de développement au-delà de ces projets pilotes. Le ministère de la Réconciliation, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en place une nouvelle approche qui permet d'être beaucoup plus efficace auprès des communautés. Nous savons que les partenaires internationaux qui sont là interviennent dans plusieurs domaines. Et nous partageons avec vous cette approche pour que vous regardiez. Ça peut être des possibilités d'intervention à travers ce projet, à travers ces façons de faire pour atteindre directement les populations. Il y a des résultats sur le terrain. Il est important qu'on puisse coordonner nos actions pour qu'on puisse être efficace sur le terrain. En plaçant les communautés au cœur de l'action publique, l'approche DCC contribue à renforcer la gouvernance locale, la cohésion sociale et la redevabilité. Conviction partagée par les participants à cette réunion de haut niveau consacrée au financement du développement conduit par les communautés avec les partenaires techniques et financiers. Une bonne nouvelle pour le Mali. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a jugé illégal et annulé les sanctions économiques et financières imposées au Mali par la conférence des chefs d'État tenue le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana.
Pour rappel, les sanctions portaient sur le gel des avoirs de l'État malien à la BCEAO et la suspension des transactions commerciales non essentielles. Une victoire pour le collectif des avocats du Mali. Son porte-parole, maître Ousmane Mama Traoré, explique ici l'impact de cette décision judiciaire. Il est au micro de Sidiki Dambélé. Nous avons donc été constitués par l'État du Mali courant premier trimestre 2022. Maître Fatmata Sidibé Diarra, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, Maître Cheikh Oumar Konaré, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré et votre serviteur, Maître Ousmane Mama Traoré. À l'effet d'obtenir l'annulation des sanctions que nous estimions illégales qui avaient été adoptées contre la République du Mali. La procédure a ses particularités et pour arriver à nos fins, il nous a fallu initier dans un premier temps une demande à l'effet d'obtenir un sursis à l'exécution. Autrement dit, empêcher qu'on mette en œuvre les sanctions jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond, sur l'annulation éventuelle des sanctions. Notre première demande a été couronnée de succès à la date du 24 mars 2022 par une ordonnance numéro 06 rendue par la Cour de justice de l'UEMOA. Depuis, se sont écoulées plusieurs années, disons 4 années, parce que le processus a duré de 2022 à 2026, à janvier 2026, avant que la Cour n'examine l'affaire au fond. C'est-à-dire avant que la Cour ne se prononce sur la légalité ou l'illégalité des sanctions qui avaient été prises contre la République du Mali. Naturellement, entre-temps, nous avons eu à faire tous les déplacements utiles, à produire les écritures utiles de façon contradictoire, car comme vous vous en doutez, la commission de l'UEMOA avait également ses agents judiciaires et l'UEMOA avait constitué également 3 avocats, 2 anciens bâtonniers de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et un confrère du Burkina Faso. Et finalement, hier 28 janvier, nous avons eu la bonne surprise. La Cour de justice de l'UEMOA a vidé son délibéré. Elle a vidé son délibéré et elle a abondé dans le sens de l'argumentaire qui avait été constamment développé par nos confrères, par notre équipe, à savoir que la Cour a abondé dans le sens du caractère illégal des sanctions qu'elle a considérées comme dépourvues de toute base légale, et elle les a en conséquence annulées, ce qui veut dire que ces sanctions sont nulles et de nul effet. Bon, cela est important car le sursis à l'exécution, ça visait à obtenir la suspension de la mesure dans son application, à savoir la non-mise en œuvre des sanctions, parce que cela risquait de créer des préjudices difficilement réparables pour la partie malienne, alors qu'elle ne reposait pas sur une base juridique saine. Maître, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Mali, notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons tirer, si j'ai dit nous, qu'est-ce que le Mali peut tirer aujourd'hui comme bénéfice de ces arrêts? Je vous vois venir. Vous estimez sûrement que dès l'instant où on l'emporte, passez-moi encore une fois cette expression, on peut se prévaloir de cette victoire pour demander réparation. Le Mali peut demander réparation. En procédure, rien ne l'interdit. Nous n'en sommes pas encore là. Nous agissons dans la gestion de cette cause comme des soldats et il appartiendra à nos mandants de nous dire quelle direction prendre par rapport à des suites éventuelles à donner. Oui, mais c'est quand même important de le savoir. Pourquoi cette procédure-là a pris autant de temps? Quand même, ça a pris 4 ans. C'est beaucoup, non? Vous savez, le temps de la justice n'est pas forcément le temps des justiciables. Et pour nous autres praticiens du droit, cela n'est pas surprenant que la procédure est durée compte tenu des enjeux et compte tenu de toutes les obligations qui pesaient sur les uns et les autres pour s'assurer qu'ils n'iraient pas dans une mauvaise direction, qu'ils ne feraient pas fausse route. Moi, je l'expliquerai par cela. Et je suis satisfait au bout de cette procédure et je ne peux que féliciter et rendre hommage à la Cour de justice de l'UEMOA qui a réussi à résister à des pesanteurs politiques et pour aller dans le sens du droit et d'une bonne administration de la justice.
Comme annoncé dans les titres, Bamako est l'épicentre de la révolution technologique sahélienne depuis hier. Le Centre international de conférence de Bamako vibre au rythme de la 3e édition de la Semaine du numérique sous le thème de e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture. Cet événement n'est plus une simple rencontre technique, mais un véritable acte de souveraineté. Le Mali, aux côtés de ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, affiche une volonté claire. Transformer l'administration pour la rendre plus proche, plus transparente et plus efficace pour le citoyen. Le Burkina et le Niger sont les invités de ce forum. Le reportage de Alouseni Touré. C'est un signal fort envoyé depuis Bamako, celui d'une nation et d'une confédération sahélienne résolument tournée vers l'avenir. Présidée par le ministre en charge de la communication au nom du Premier ministre, cette cérémonie d'ouverture a rappelé que le numérique n'est plus une option, mais une infrastructure stratégique au même titre que les ressources naturelles. Le Mali affiche donc ses ambitions. Le gouvernement a reçu des instructions fermes pour accélérer la dématérialisation des services publics. L'objectif est clair, utiliser l'intelligence artificielle pour réduire la bureaucratie, lutter contre la fraude et offrir aux citoyens des services rapides et transparents. De nos jours, la puissance d'un État ne se mesure plus seulement par son étendue ou ses ressources naturelles. Elle se mesure aussi à sa capacité à produire, protéger et valoriser l'information, à moderniser ses procédures, à sécuriser ses infrastructures critiques, à développer des compétences nationales et à offrir des services publics rapides, fiables et transparents. C'est cette transformation que nous devons conduire avec méthode et persévérance pour servir les citoyens, renforcer la souveraineté et soutenir la croissance. Le numérique n'est pas une vitrine, il est une infrastructure stratégique. Il touche à la sécurité, à l'économie, à l'éducation, à la santé, à la culture, à la justice et aux finances publiques. Il touche surtout à la relation entre État et citoyens. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à accélérer la modernisation de l'administration et la digitalisation des services publics afin que chaque Malienne et chaque Malien puisse accéder plus facilement, plus rapidement et plus efficacement aux services essentiels. Cette transformation n'est pas une option. C'est une exigence, comme nous l'ont dit leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération, le général d'armée Abdraman Chani, président du Niger, et le président général d'armée Assimi Goïta, président de la transition au Mali. C'est une exigence de notre temps. Elle suppose des choix courageux, parfois des réformes profondes et la capacité de secouer certains conservatismes. Cette vision est partagée par les pays frères de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina, pays invités prestigieux, prônent une digitalisation humanisée. Niamey et Ouagadougou ont profité de cette tribune pour partager leur succès, notamment le programme Villages intelligents du Niger, qui connecte plus de 2000 localités isolées, tout en utilisant l'IA comme sentinelle pour préserver les langues nationales et les patrimoines. Le Niger partage pleinement cette ambition. Conscient du potentiel stratégique de l'intelligence artificielle, notre pays a engagé plusieurs initiatives visant à l'intégrer dans sa stratégie de développement, notamment pour renforcer la gouvernance publique et anticiper les crises. Cependant, nous ne devons pas ignorer les défis. Une digitalisation humanisée telle que nous la prenons au sein de l'AES exige que nous restions maîtres de nos données et de nos récits. L'IA doit être un instrument de libération et de rayonnement de nos valeurs culturelles et non un vecteur de domination technologique extérieure. L'IA est une promesse, celle d'une décision publique plus fine, d'une meilleure optimisation de nos ressources, d'une fraude traquée et d'une administration plus agile. Mais elle soulève des interrogations fondamentales liées à notre identité et à notre culture. Où sont hébergées nos données? Qui entraîne les modèles et sur quelle base et avec quelle protection? Comment préserver nos langues, nos références, notre patrimoine et nos droits d'auteur? Dans le domaine culturel, l'IA ouvre des perspectives prometteuses, comme la numérisation des archives, la valorisation et la préservation de notre patrimoine,
la traduction et la transcription de nos langues vers d'autres, comme nous venons de le voir, la diffusion de contenus éducatifs et bien d'autres choses. Le parrain de cette édition a d'ailleurs insisté sur ce point. L'innovation ne doit pas se faire au détriment de l'identité. L'IA représente une opportunité majeure pour valoriser la culture malienne à condition de respecter scrupuleusement la souveraineté culturelle et les valeurs locales. Je voudrais saluer toutes les présentations, nos homologues du Niger et du Burkina qui ont mis l'accent sur la dimension culturelle. En effet, le défi, il est culturel. Aujourd'hui, un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux. L'intelligence artificielle, c'est un nouveau monde. Il va 1000 fois plus que toutes les révolutions. Figurez-vous, en quelques secondes, on peut, avec l'IA, créer un site professionnel en quelques secondes. L'intelligence artificielle s'adresse à notre état d'esprit, à l'humain, mais en bambara, on dit akli, parce que la culture, c'est l'esprit. Donc, c'est le cœur du débat aujourd'hui. Une application faisant office de réseau social dénommée Niaga a été présentée. Niaga a cette particularité de faciliter la communication en vocal entre les populations des 3 pays de l'AES à travers les langues du terroir. Aussi, le panel inaugural a été animé par les ministres en charge de la communication de l'AES avec pour thème IA et e-gouvernance en temps de crise, défis et opportunités pour les gouvernants. La modération était assurée par l'ancien ministre et non moins ancien directeur général de l'IUT, Hamadoun Touré. Les travaux de cette édition doivent aboutir à une feuille de route rigoureuse. Le message de Bamako est clair, maîtriser l'intelligence artificielle pour que le numérique reste un instrument de libération et de rayonnement pour les peuples du Sahel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.